Bonjour. Alors, nous sommes désolés parce que nous avons un problème de lien qui est lié à la plateforme que nous utilisons, qui est une plateforme à Paris qui nous permet de faire des vidéos telles que nous, enfin des zooms tels que nous les faisions. Et je ne sais pas encore exactement quel était le problème, mais on est en train d'essayer de le résoudre. Donc, nous avons dû vous envoyer à la dernière minute un autre lien. Alors, pour l'instant, vous êtes plus de 60 à vous être connectés. J'espère que tout le monde aura reçu le message à temps, mais nous sommes sincèrement désolés de ce problème qu'on espère régler demain au plus tard. Nous sommes lundi, nous avons passé un week-end plutôt calme, mais nous sommes sous la neige pour que les gens qui nous suivent à Paris le sachent. Voilà, il y a beaucoup de neige aujourd'hui à Moscou, alors qu'il faisait 12 degrés la semaine dernière. Ben voilà, on est à nouveau sous la neige, ce qui rend toujours Moscou très beau. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous nous écoutez aujourd'hui. On a un certain nombre de nouvelles avec une première nouvelle dont on parlera durant le Zoom et on regardera vos questions, mais qui est bien évidemment la déclaration de Lavrov à propos de la réciprocité sur les visas. Autrement dit, certains pays ayant sincèrement complexifié la délivrance de visas pour les Russes, ils aimeraient en faire de même pour ces pays-là, et notamment pour les pays inamicaux dont fait partie la France. Alors, on ne sait pas encore ce qui va exactement se passer puisque nous n'avons pas vu le projet de loi, c'est juste une déclaration pour l'instant. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la France, elle, délivre des visas et délivre plutôt facilement des visas aux Russes qui le demandent. Donc, alors que certains pays refusent de les délivrer. Donc, s'il fait un effet miroir pour les pays inamicaux, la France ne devrait pas être le principal pays touché. Mais ayant dit cela, c'est quelque chose qu'on va suivre de très près. On a déjà écrit au premier département européen et qui est le département qui s'occupe, donc qui suit la France. Et on va vous tenir au courant, comme on a la joie de vous voir tous les jours, on va vous tenir au courant quotidiennement de l'avancement de notre lobbying en la matière. Voilà. Mais on en reparlera durant le Zoom, mais avant ça, bien évidemment, on va faire toujours un petit éclairage politique, économique et diplomatique. Arnaud, que s'est-il passé durant ces 2 jours, sachant qu'on a eu un sommet du G7 avec quelques conclusions, sans compter bien évidemment le discours de Biden en Pologne qui a fait beaucoup de bruit. Donc, Arnaud, que veux-tu nous dire aujourd'hui ? Merci, Président. Bonjour à tous. Quelques nouvelles économiques et politiques, comme à l'accoutumée. La principale, me semble-t-il, c'est la déclaration du G7 qui confirme que ces pays membres n'ont pas l'intention d'obtempérer et d'accepter le paiement des livraisons de gaz russe en roubles. C'était assez attendu, mais c'est dit de façon collective. Donc maintenant, la balle est dans le camp de la Russie, de Gazprom, qui doit, avec la Banque centrale, pour la fin du mois, c'est-à-dire dans 3 jours, mettre en place un mécanisme de paiement rendant théoriquement possible le paiement en roubles. Une fois que ce sera en place, que se passera-t-il? C'est la question. Est-ce que une décision Eh politique sera bien, on prise? a un problème avec Arnaud. En attendant que Arnaud, si tu nous entends, tu peux te déconnecter et te reconnecter, mais je vais passer la parole tout de suite à Yves. Donc voilà, ces discussions à venir. Alors d'abord, il était question qu'elles démarrent aujourd'hui, puis on a compris dans le courant de la journée qu'elles ne pourraient pas démarrer lundi et que tout débuterait demain 10h heure d'Istanbul. Alors ça, c'est un premier élément. Donc on aura le contenu probablement, on en saura plus fatalement demain ou après-demain. Cela étant dit, on comprend qu'il y a eu des avancées sur le sujet de la neutralité de l'Ukraine, également probablement quelques éléments, quelques progressions sur les sujets de militarisation. Ceci étant dit,
dans l'entretien qu'a accordé le président Zelensky ce week-end à un stand de et dont Arnaud va probablement parler. Il a évidemment été question du processus de discussion. Je voudrais que vous coupiez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on a les retours des différentes personnes qui écoutent et des bruits autour de ces gens. Donc, il faudrait que vous coupiez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, oui, je disais, il a donné certains éléments, je dirais, d'ambiance par rapport à ces discussions. Sur l'aspect de neutralité, il a confirmé ce qu'on savait déjà et ce qui a principalement d'ailleurs été retenu par les médias français aujourd'hui, c'est-à-dire que le président ukrainien accède au statut de neutralité, pré-accède au statut de neutralité. En fait, il n'y a pas vraiment de nouvelles informations puisque 3 jours après l'éclatement du conflit, il avait déjà dit qu'il était prêt à discuter de la neutralité de l'Ukraine et on a compris depuis maintenant 4 semaines que l'Ukraine ne rentrerait pas de sitôt dans l'OTAN puisque c'est ça le fond du sujet de la neutralité et que le vrai problème, c'était finalement comment dirais-je, les garanties de sécurité que Kiev pourrait obtenir en contrepartie de sa renonciation à adhérer à l'OTAN. Donc là-dessus, il a confirmé en fait ce qu'on savait déjà. Par contre, il a donné des éléments intéressants sur l'aspect du référendum. Souvenez-vous, en fin de semaine, il a évoqué la nécessité, il a introduit l'idée qu'il faudrait que toutes finalement les mesures qui seraient prises et les provisions qui seraient décidées dans un futur accord de paix soient sanctionnées par un référendum en Ukraine. Et visiblement, dans son esprit, ce référendum, c'est une sorte de mécanisme, en tout cas d'idée, qui permettrait de garantir le retrait des troupes russes, puisque dans l'esprit, manifestement, du président ukrainien, on ne peut pas tenir de référendum en Ukraine tant qu'il y aurait une présence sur le territoire ukrainien de soldats russes. Et donc, on comprend que l'idée, c'est ça, c'est de lier la tenue de ces référendums à l'évacuation des troupes. Donc, ce qui soulève déjà un certain nombre de questions, au-delà de ce qu'on avait déjà rappelé en fin de semaine dernière, à savoir sur qui va pouvoir voter dans quelles conditions, quand on sait qu'il y a pratiquement 4 millions de réfugiés ukrainiens qui sont plus, par définition, en Ukraine. La formulation de là ou des questions, ça aussi, c'est toujours sujet à discussion, et surtout sur l'issue du scrutin, puisque là aussi, en fonction de ce qui ressort des urnes, qu'est-ce que cela aura pour avoir comme conséquence sur la crise. Donc en fait, c'est une question qui amène encore plus de questions, ce référendum. Il a aussi fait quelques allusions assez intéressantes en expliquant qu'il ne comprenait pas toujours quel était le fond de la proposition de la Pologne quant au déploiement d'une mission de maintien de la paix. Ça, c'est assez intéressant de le relever, et que par conséquent, il se montrait réservé par rapport à cette proposition de Varsovie. Et il s'est également montré négativement surpris par la communication faite par la Turquie autour du processus de discussion, puisque les Turcs régulièrement ils vont de leurs commentaires sur le fond des discussions, sur l'ambiance autour des discussions, et visiblement, d'après ce qu'on peut comprendre de cette interview, ça semble avoir été plutôt mal reçu, tout du moins par le président Zelensky. À propos de référendum, il y a un autre référendum ou possibilité de référendum qui semble surgir, puisque la République séparatiste de Lugansk, que la Russie a reconnue comme indépendante fin février, a émis l'idée de tenir prochainement un référendum sur le rattachement possible de cette République à la Russie. Alors, on peut l'analyser comme une réponse du berger à la bergère. Autrement dit, vu que M. Zelensky propose un référendum, on peut imaginer que cette solution aussi été activée à Lugansk pour essayer de dissuader peut-être les Ukrainiens d'aller plus loin dans cette idée de tenir un référendum que j'évoquais auparavant. Enfin, en termes de contact un petit peu autour de ce dossier ukrainien, il y a une proposition qui a été émise ce week-end par trilatéral, donc par la France, la Turquie et la Grèce, de réaliser une mission humanitaire, c'est comme ça qu'ils la décrivent, à Mariupol. Alors, pourquoi la Grèce, me direz-vous? Parce que la France, la Turquie, on peut comprendre, elle se positionne comme force de proposition et de médiation. On sait que le président Macron était extrêmement actif aussi sur le dossier. Pourquoi la Grèce? En fait, moi, je vois une explication, c'est qu'il y avait un consulat de Grèce à Mariupol, qui a été partiellement évacué vers le bâtiment de la mission de l'OSCE, et que donc il y a une empreinte diplomatique et donc des ressortissants grecs. Je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup à Mariupol, mais en tout cas, il y a là un intérêt de la Grèce à essayer de jouer un rôle dans cette mission. Qu'est-ce qui va devenir cette proposition? Où est-ce que cela va aller? Pour l'instant, on n'en sait, à vrai dire, pas grand-chose. Voilà, Président, pour le topo diplomatique du jour. Bon, mais merci. Arnaud, alors sur la question de Lavrov, Pavel. Tu peux passer le micro, s'il te plaît.
Oui, alors pour l'instant, on a un retour plutôt encourageant de la part de nos collègues diplomates du premier département donc dédié à l'Europe continentale du ministère des Affaires étrangères russe, le MID, qui nous écrit que cette mesure est une mesure effectivement comment dire, une part de rétorsion. Oui, c'est ça, une mesure symétrique qui devrait ne concerner dans un premier temps que les détenteurs de passeports verts et bleus, c'est-à-dire les fonctionnaires internationaux, les diplomates. Donc, a priori, pas d'inquiétude à avoir concernant tout ce qui concerne VKS et l'immigration professionnelle. Bon, c'est un processus, hein, donc on vous tiendra au courant dès qu'on a des informations plus précises. Mais en tout cas, a priori, pas de raison de battre le branle-bas de combat. Merci Pavel. Donc ça c'est effectivement voilà les réponses aux premières questions que nous avons posées au MID, mais nous allons suivre ça de très près. Arnaud, nous t'avons coupé, ou tu as été coupé plus exactement, c'est pas nous qui l'avons fait. Je l'espère que ce n'est pas vous. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Est-ce que tu peux maintenant reprendre ce que tu voulais dire depuis le début, s'il te plaît, Arnaud? Absolument. Donc, je reprends le fil de mon exposé en vous parlant des quelques décisions ou annonces à caractère économique intervenues ces dernières heures. D'abord, une déclaration du G7 qui confirme que les pays membres refusent collectivement de régler les factures de gaz en roubles, comme cela a été demandé en fin de semaine dernière par Vladimir Poutine. Donc, on entre dans la dernière ligne droite, puisque la Banque centrale de Russie et Gazprom doivent, pour le 31, c'est-à-dire pour jeudi, mettre en place un circuit technique de paiement en roubles. On a maintenant la réponse des pays occidentaux, en tout cas du G7. La question est de savoir maintenant quel scénario sera choisi. La balle est de nouveau dans le camp russe, dans le camp de Gazprom. Est-ce que, constatant le refus des pays du G7, la Russie coupe le gaz immédiatement? Ou est-ce que le pouvoir russe, je dirais, transmet la patate chaude à Gazprom et demande d'entamer les négociations avec les entreprises occidentales concernées, étant entendu que les contrats en vigueur sont généralement libellés en euros ou en dollars. À suivre, je souligne que la Russie n'a évidemment rien à gagner à couper unilatéralement le gaz, mais l'une des leçons de ces dernières semaines, c'est que ce n'est pas forcément un critère de prise de décision, en tout cas dans l'affaire ukrainienne. D'autres déclarations, le ministre de l'Industrie, M. Mantourov, qui déclare que la réorganisation des circuits logistiques, des chaînes logistiques, prendra de 3 à 6 mois. Web, plus précisément le département des études et de l'analyse de Web, qui anticipe une chute des revenus de la population russe d'environ 12% cette année. Et enfin, si j'ose dire, une journée de la bière en Russie, puisque successivement Heineken et Carlsberg ont annoncé leur retrait. Carlsberg, la cession de leurs actifs précisément. Carlsberg, rappelons-le, contrôle Baltica. Ceci étant, je ne pense pas que ce soit les domaines économiques dans lesquels les Russes se fassent le plus de soucis, ou en tout cas dans lesquels l'éventuel départ de ces sociétés crée beaucoup de tracas aux Russes, puisque ces derniers, à mon avis, savent faire de la bière sans Carlsberg et sans Heineken. Enfin, une nouvelle économique dans le prolongement et dans la même veine, hélas, de ce que je vous raconte depuis de nombreux jours. Aujourd'hui, on a appris que Novaya Gazeta, dont le rédacteur en chef, M. Muratov, a obtenu le prix Nobel de la paix à l'automne dernier, vient d'annoncer la suspension de ses activités après avoir reçu un deuxième avertissement de la part de l'autorité de surveillance des médias. Donc jusqu'à la fin de l'opération spéciale, entre guillemets, eh bien, Novaya Gazeta ne reparaîtra pas. Merci Arnaud. Alors, on a un petit problème de questions qu'on vient me... Alors, excusez-moi. Dans les questions que j'ai vues, on a un problème de lecture des questions. Mais dans les questions que j'ai vues, on nous disait
que malgré le refus du G7 de payer en rouble, le rouble s'est beaucoup apprécié aujourd'hui, notamment dans l'après-midi. Je n'ai pas du tout regardé quel était le cours du rouble. Non, je confirme, Président. Ouais. L'euro est à peu près à 100, entre 100 et 101, ce qui est assez étonnant. Et le dollar à 92. Donc, effectivement, malgré l'annonce du G7, eh bien, cette annonce du G7 plutôt n'a pas fait fléchir le rouble. Peut-être que les gens anticipent des résultats positifs en Turquie, ce qui me paraît un peu imprudent, en tout cas à ce stade. Je ne crois pas qu'il faille attendre des résultats définitifs, en tout cas des pourparlers qui vont reprendre demain en Turquie. Mais c'est peut-être une explication. Alors, Arnaud, tu parlais du statut de Novaya Gazeta. On nous demande quel est celui du Moscow Times en Russie. Bonne question. Le Moscow Times, en tout cas, fonctionne normalement. Mais je ne sais pas où il est enregistré précisément. Je pense que ça fait partie de... C'est un site internet aujourd'hui, hein, c'est plus un journal. Absolument, qui publie en anglais et il n'a aucune publication en russe. La majorité des journalistes sont des étrangers, mais je ne sais pas quel est le lieu d'enregistrement du Moscow Times. D'accord. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a eu aucune sanction, aucune mesure de restriction en direction du Moscow Times, alors qu'aujourd'hui, on a appris, par exemple, que la Deutsche Welle venait d'être officiellement incluse dans la liste des agents étrangers. Alors, on nous dit que les journalistes du Moscow Times sont tous sortis de Russie, ce qui est possible, je n'en sais rien. Sur le cours du rouble, on nous dit qu'il s'agit de l'influence des achats de pétrole par l'Inde, cours du rouble maintenu. Je n'en sais rien. L'Inde tire profit de la situation sur le marché du pétrole, contribuant au maintien du rouble. Voilà ce qu'on nous dit. L'Inde, effectivement, achète de gros volumes avec une ristourne d'environ $30 et elle paye probablement en rouble. Donc, ce qui voudrait dire que les clients indiens achètent du rouble et soutiennent ce faisant le cours de la monnaie russe. Ça paraît logique. Et si j'ai bien compris sur les Indiens, je te laisse parler après Igor, mais les Anglais faisaient une délégation en Inde pour demander aux Indiens de se joindre aux sanctions européennes et les Indiens ont refusé de les recevoir. Est-ce le cas? Alors, je n'ai pas d'informations précises, mais imaginez un instant que les Indiens puissent accepter ce type de recommandation venant de surcroît des Britanniques, ça paraît assez exotique. Mais oui, c'est une information que j'ai eue dans le Figaro, je crois, ce week-end. Et les Japonais qui avaient déjà essayé, hein, c'est le Premier ministre lui-même qui s'était déplacé en personne il y a une quinzaine de jours, dizaine de jours, pour essayer de les convaincre, les Indiens, de rejoindre les pays qui sanctionnent, mais ça n'avait pas fonctionné. Non, je pensais juste à un autre élément peut-être d'explication pour ce taux du rouble. Bon, outre le fait que la bourse de Moscou fonctionne quand même sur un régime très particulier et loin d'un régime normal où tout le monde peut acheter et vendre librement, c'est peut-être le fait aussi que les Européens n'aient pas décrété de sanctions ou d'embargo sur le pétrole russe qui a fait réagir positivement le cours du rouble. Tout le monde s'attendait peut-être à ce que les Européens prennent des mesures d'interdiction, de représailles par rapport au pétrole. Ça n'a pas été le cas à l'issue du sommet de l'UE. Donc ça aussi, ça a pu jouer à mon avis. D'accord. Vous pouvez poser vos questions parce qu'on n'en a pas beaucoup. Est-ce qu'on peut remettre les questions là, Anna? Voilà. Alors, une question pour Arnaud. Oui, Arnaud, il y a eu pas mal de bruit, de déclarations, ensuite de correctifs ce week-end sur la situation dans le Donbass, sur l'éventualité d'un référendum, on a même entendu parler de la mise en place progressive d'une administration civilo-militaire dans les deux régions séparatistes. Le président Zelensky lui-même a été interrogé par les journalistes dans son interview d'hier sur le sujet. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que tu as des éléments un peu tangibles? Non, il y a beaucoup de... Alors, encore une fois, la réserve que j'apporte à mon commentaire, c'est que je n'aborderai pas les aspects militaires, pour les raisons que vous savez. D'un point de vue politique, il y a eu diverses déclarations. Il y a eu certains responsables ukrainiens qui ont dit que la Russie envisageait peut-être
d'élargir même sa zone et de pérenniser sa zone de contrôle direct au-delà des deux républiques du Donbass, notamment à Kherson. Il y a eu un responsable de la Douma, mais son nom m'échappe, qui a jugé prématuré de parler de référendum tant que l'opération spéciale, entre guillemets, n'est pas terminée. Difficile d'y voir clair à ce stade. Je pense que ce n'est pas la priorité, en réalité, aujourd'hui, pour la Russie. La priorité, c'est de créer un nouveau rapport de force sur le terrain qui, de son point de vue, rendra possible ou accélérera la signature par les Ukrainiens d'un accord de paix ou d'un accord global, puisque ce que l'on voit aussi, ou ce que l'on croit comprendre, c'est que les Ukrainiens, de façon très logique, cherchent à limiter la portée de l'accord. Alors certes, la neutralité, l'OTAN, ça s'est acquis, mais avec les réserves sur le référendum. En revanche, la Russie souhaite ce qu'elle appelle Komplexna dogovorion, c'est-à-dire un accord d'ensemble qui inclurait bien d'autres choses. On en a parlé la semaine dernière, probablement le statut de la langue russe, etc., etc. Donc, pour répondre à ta question, je crois que la priorité aujourd'hui des responsables russes, c'est de créer un nouveau rapport de force sur le terrain qui forcerait l'Ukraine à accepter des choses qu'elle ne veut pas accepter aujourd'hui. On nous demande s'il y a des nouveautés. On nous demande s'il y a des nouveautés sur la loi Belousov. C'est pas. Je n'ai rien vu passer. Non. Je n'ai rien vu passer depuis vendredi. Donc, ce n'est pas une loi, ce n'est toujours pas voté. Et on est censé retourner la semaine prochaine voir M. Reshetnikov. Donc, on vous tiendra au courant là-dessus. On nous demande aussi quel est le délai imaginable. Ça, c'est une bonne question. Arnaud, tu gagneras 1 000 € si tu nous le donnes pour atteindre un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie à compter des négociations d'Istanbul. Alors, c'est pour toi, ça, Igor. C'est toi qui as 1 000 € si tu nous donnes la date. C'est la question des 1 000 €. La question non, mais le jeu des 1 000 €. En fait, c'est pas à compter des accords d'Istanbul. Les accords d'Istanbul, excusez-moi. Les pourparlers qui vont se dérouler à Istanbul, c'est eux-mêmes la prolongation des pourparlers qui se déroulent depuis bientôt 1 mois. Donc, ils vont se voir visiblement 24 à 48 heures. Bon, il prévoit quand même plus de temps que ce qu'on avait vu à Antalya, par exemple, il y a 3 semaines, quand messieurs Kouleba et Lavrov s'étaient entretenus. Mais étant entendu qu'Antalya, c'était un contexte un peu particulier, parce qu'en fait, c'était un sommet diplomatique international. Il y a beaucoup de monde qui est venu à Antalya ce jour-là. Lavrov pour rencontrer Kouleba, mais en fait, les Arméniens, une délégation arménienne qui est venue pour rencontrer aussi des Turcs. Les Azerbaïdjanais étaient sur place. Et en fait, il y avait beaucoup de monde qui s'est parlé ce jour-là à Antalya. Mais évidemment, ce qui nous intéressait prioritairement, c'était les discussions entre Russes et Ukrainiens. Donc là, vous dire combien de temps ça va prendre, on espère le plus rapidement possible, quelques jours, quelques semaines, peut-être pas au-delà, ce serait bien. Maintenant, quand vous entendez des déclarations à droite et à gauche ces derniers jours, M. Biden à Varsovie, par exemple, ce week-end, ou autre, on comprend que voilà, ça peut quand même prendre plus de temps que ce qu'on souhaite. Je reviens, si je puis me permettre, cher Igor, rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a une date lointaine, mais importante en Russie, et pas qu'en Russie, c'est le 9 mai. Est-ce qu'il est imaginable qu'il ne se soit rien passé d'ici là? Tout est possible, mais disons que ce serait extrêmement fâcheux. Évidemment, il faut espérer que ce soit plutôt dans la première quinzaine d'avril. Alors, sur un autre sujet, on nous parle des réserves des Russes. On nous dit que le Japon aurait débloqué les réserves russes, 33 milliards. Avez-vous entendu cela? Non, ce n'est pas ça la nouvelle. Le Japon a déclaré ce matin qu'il n'était pas question de saisir les 33 milliards qui ont été gelés. 33 milliards, cela correspond à une partie des réserves libellées en yens de la Banque centrale de Russie. C'est d'ailleurs intéressant parce que à ma connaissance, il y a un autre pays, je crois que c'est la France, qui a déclaré aussi qu'il n'était pas possible de saisir les avoirs de la Banque centrale. Donc, ce sont des petits signaux intéressants, à mon avis. Ce qui pourrait vouloir dire, on ne parle pas de déblocage, mais on évoque la possibilité que ce soit sur la table des négociations le moment venu. C'est plutôt ça, je pense, l'information ou le signal. D'accord.
Alors, concernant les sorties de capitaux, quels sont les détails de cette loi? Est-ce que ça concerne tout le monde, citoyens étrangers, résidents? Est-ce que cela concerne les mouvements de capitaux en devises étrangères et en roubles vers les pays inamicaux ou vers tous les pays? Est-ce que... Ça concerne, je crois, à peu près tout le monde, hein, puisqu'il y a quand même des restrictions assez fortes qui ont été apposées jusqu'à septembre pour les entreprises, pour les retraits en dollars, puisque c'est ça, je pense, qui intéresse les gens. Donc pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, il y a des plafonds de retrait qui ont été apposés. Après, pour les virements étrangers, on en parle depuis des semaines ici. Hein, on connaît tous les difficultés qu'il y a à passer un virement ou à recevoir parfois un virement depuis la France. Ça, pour l'instant, il n'y a rien vraiment de très nouveau là-dessus. Je confirmais cet après-midi avec la Rosebank qu'en tant qu'étranger, on peut recevoir de l'argent de la Société Générale à Paris sans aucun problème, hein, mais on ne peut pas transférer de l'argent à la Société Générale en tant que personne physique. En tant que personne morale, vous pouvez le faire sur la base d'un contrat. On a un journaliste du Moscow Times qui nous dit que le Moscow Times est OK, contrôle surtout sur les mots, pas trop de personnel pour couvrir l'opération spéciale. Et il nous dit merci. Voilà, merci à vous en tout cas. On a une autre question sur y a-t-il toujours un passage parfois plus compliqué pour les Français arrivant sur le territoire russe? Alors, ce n'est pas spécifique aux Français. C'est quand ils arrêtent des Français, c'est-à-dire qu'ils arrêtent tous les étrangers, enfin, et arrêtés. Ils contrôlent, disons, tous les étrangers. Pour l'instant, on a entendu parler vraiment de quelques cas, et tous les cas qu'on entend sont des cas qui arrivent de l'avion de Belgrade. Voilà. Mais pour l'instant, pas de cas arrivant d'autres destinations que de Belgrade. Et on ne sait pas pourquoi Belgrade. Alors, attendez, un Turc, un avion de Turquie. Bon, paraît-il là. Voilà. Mais pour l'instant, ce ne sont que des cas isolés. Que savez-vous sur un UCAS portant sur exonération de NDFL, donc sur l'impôt sur le revenu, sur les plus-values de certains produits bancaires? Alors ça, je l'ai entendu effectivement, mais à vérifier, je ne sais pas si ça a été confirmé, qu'il n'y aurait pas d'impôt sur le revenu sur les intérêts perçus sur les comptes bancaires. Mais je ne sais pas, Arnaud, Igor, vous avez vu quelque chose là-dessus? Je crois avoir vu en fin de semaine dernière, effectivement, une décision en ce sens. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça concerne les non-résidents, les étrangers. Pour les Russes, c'est sûr. En fait, ça équivaut, si j'ai bien compris, à revenir sur une décision qui avait été prise il y a 18 mois et qui prévoyait qu'effectivement, tout ce qui était au-dessus d'1 million de roubles sur les comptes de dépôt, qui aurait une taxe. Voilà. Ce que j'ai compris, c'est ça. Hein, mais il faut évidemment regarder plus en détail. D'accord. On nous demande si Renault a été invité à rentrer en France. Non, Renault n'a pas été invité à rentrer en France et on attend de voir ce que va faire Renault. Vous parliez il y a quelques semaines d'un probable arrêt des escales aériennes des avions étrangers en Russie suite à l'absence de pièges détachés. A-t-on un update sur ce sujet? Nous n'en avons pas. Pour l'instant, les vols continuent. Ils continuent. Alors, je vous rappelle, hein, vous pouvez rentrer bien évidemment par la Finlande, mais là, vous êtes obligé d'y aller en bus. Vous pouvez passer par Riga, mais vous êtes obligé d'y aller en voiture. Et sinon, vous pouvez passer par Yerevan, où il y a bien des vols, Bakou, Istanbul et les pays du Golfe. On a parlé d'un démembrement de l'Ukraine en diverses zones d'influence de divers pays à la Berlin en fin de deuxième conflit mondial. Est-ce envisageable et dans quelles conditions? Je ne sais pas qui veut répondre, Arnaud. C'est ce à quoi je faisais allusion prudemment tout à l'heure. Je ne crois pas. Alors, il est possible que dans certains cerveaux, il y ait une tentation d'un partage de l'Ukraine sur le modèle d'un partage de la Pologne. Certains, en 1795, certains à Moscou interprètent ou font semblant de croire que la proposition polonaise de force d'interposition évoquée par Igor est en réalité une volonté d'établir une zone d'influence polonaise permanente en Ukraine.
Bon, je crois en réalité que l'une des leçons de cette crise, c'est que la nation ukrainienne existe indubitablement et que par conséquent, l'existence même d'un État ukrainien ne paraît pas en cause. En revanche, l'une des questions qui se posent en réalité depuis 2014, ce sont ses frontières. Voilà. Ouais. Il y a eu des déclarations assez intéressantes là, ce week-end de Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, un peu sur le registre qu'on évoque. Vous savez qu'il y a une minorité hongroise assez intéressante en Ukraine qui tient à parler, pas forcément l'ukrainien, mais qui tient à parler sa propre langue. Et je crois que dans les déclarations d'Orban, entre les lignes, c'était un petit peu ça. Il disait, nous, on n'est pas contre les Russes ou pour les Ukrainiens, nous, on est pour les Magyars. Et en gros, il me semble que le signal qui était envoyé, c'était de dire, dans l'optique d'un scénario qui est évoqué éventuellement justement de zone d'influence un petit peu plus établie en Ukraine, que la Hongrie resterait pas nécessairement les bras croisés à regarder ce qui se passe, alors qu'il y a plusieurs dizaines de milliers, voire centaines même de milliers de Magyars qui vivent en Ukraine. Il faut savoir qu'avant tout ça, avant toute cette crise, il y avait des relations parfois très tendues entre les Hongrois et les Ukrainiens au sujet de ces minorités. Puisque les Hongrois aussi ont interprété un certain nombre de lois qui ont été prises par les Ukrainiens au sujet de la langue comme étant des lois qui discriminent cette minorité magyare. Et ça, c'est un autre élément à prendre en compte dans la perspective où ce scénario se mettrait en place de soi-disant de zones d'influence. On nous demande aussi si la police russe a le droit de demander de vérifier le contenu des téléphones sans mandat. Je n'en sais rien, mais c'est difficile de leur refuser lorsque vous êtes à l'aéroport et que vous voulez rentrer en Russie ou sortir, mais c'est plutôt à l'entrée. Je pense que c'est franchement très difficile de refuser. Alors, certains disent prenez une autre carte SIM. Maintenant, à vous de voir. Gazprom est une société semi-étatique. Ne sont-ils pas censés être payés seulement en roubles? Ne serait-ce pas un argument en leur faveur? Non, non, Gazprom est payé en dollars. C'est à partir du moment où vous avez un contrat à l'étranger, de toute façon, n'importe quelle société russe a le droit d'être payée en dollars. Il y a pas de... il n'y a aucune obligation d'être payé en roubles, sauf sur le territoire de la fédération. Mais comme en France, on ne peut être payé qu'en euros sur le territoire de la République. Si je peux me permettre d'ajouter, Président, oui. Depuis quelques semaines, les exportateurs russes et au premier chef Gazprom sont tenus de revendre 80% de leurs recettes en devises à la Banque centrale. Oui, ça c'est une fois que les devises sont sur le territoire de la fédération. Absolument. Alors on nous dit qu'il y a des problèmes avec les virements de la SG vers Rosbank. J'ai dit réessayer encore et encore, ça peut marcher. Alors effectivement, le problème vient souvent du fait que lorsque vous êtes à la Société Générale en France, vous êtes dans une petite agence ou même une grosse agence, mais qui ne connaît pas les règles. Donc, ils vous disaient non, la Russie est sous sanction, on n'a pas le droit de le faire. L'autre chose, c'est que la Rosbank, c'est une banque inconnue pour eux. Ils n'ont pas compris que c'était leur filiale à 100%. N'oubliez pas que vous parlez à des gens qui ne voient que les informations à la télévision, donc qui vous expliquent que c'est pas possible. Et alors que c'est parfaitement légal, c'est possible, et on peut leur rappeler que la Rosbank est leur filiale à 100%. Ne peut-on pas imaginer une structure fédérale similaire à la Fédération helvétique pour l'Ukraine? C'est un peu ce que tu aurais la réponse à ta question. Oui et non. Disons que je parlais plutôt des aspects militaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fil rouge de la position ukrainienne depuis d'ailleurs très longtemps, depuis l'indépendance, c'est le refus précisément de tout fédéralisme ou confédéralisme a fortiori. L'Ukraine souhaite demeurer un État unitaire. Donc, une fédération consentie, ça paraît extrêmement improbable. En complément de la question sur le droit de demander de vérifier le contenu des téléphones, l'un de nos auditeurs nous dit en théorie, la Constitution russe garantit le secret des communications et des messages téléphoniques, article 23. Cet article s'applique à tous, pas seulement aux citoyens russes. Après, précise-t-il, ça reste théorique. En pratique, c'est plus difficile à faire valoir. C'est ce qu'on vous expliquait. Une fois que vous êtes à la frontière, c'est compliqué. On n'a plus de questions.
Ce qui très bien. Est-ce qu'il y a des questions, Anna? Là. Alors, on a des questions sur un autre chat. Excusez-nous, parce qu'aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on avait des problèmes de signature, c'était un peu plus compliqué. Non, plus bas, Anna. Ouais. Non, mais c'est bon, on a lu toutes les questions. On a lu absolument toutes les questions. On parle d'une surinterprétation des circulaires européennes par les banques occidentales trop fréquentes. La CCIFR alerte-t-elle les autorités de contrôle des banques en France à ce sujet? Non seulement on les a alertés, mais avec et grâce à l'ambassade de France aux services économiques, on a fait un zoom en décembre avec l'association des banques, l'AFB français, l'association française des banques, pour attirer notre attention sur ce point. Vous voyez, en décembre, on n'avait pas encore tous ces problèmes-là, hein. Pourtant, il y avait des difficultés pour faire des virements et on est toujours dans un problème d'interprétation entre l'AFB et nous qui ne interprétons pas les lois de la même façon, mais nous avons été, alors là, extrêmement soutenus par Bercy, qui a fait des réunions par la suite avec eux. Donc, on continue à mettre la pression sur eux, mais les banques sont privées et font ce qu'elles veulent. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que demain, Grégoire, est-ce que demain on aura réparé le problème? On espère avoir réparé le problème demain du lien. On renverra le lien à tout le monde, mais ça devrait être le même qu'avant. Ça devrait être le même qu'avant. On va on renverra le lien. Pavel, quelles sont les nouvelles du jour? Oui, alors la traditionnelle annonce de nos événements à court terme, donc le 30 mars, soit après-demain à 19h, donc c'est un événement en présentiel. Nous n'aurons pas de communication vidéo. Donc pour ceux d'entre vous qui sont à Moscou, rendez-vous sur notre site, vous allez voir l'adresse. C'est une rencontre informelle de la communauté française pour échanger aussi sereinement que possible dans le contexte très particulier qui est le nôtre. Voilà, c'est la première fois que nous organisons ce type d'événement. Donc à 19h dans le quartier de... Et parce qu'on nous le demande, il y aura une petite collation. Voilà. Mais rien de... c'est pas ça qui va vous nourrir. Rien de spectaculaire, hein, hélas. Donc même chose, aujourd'hui, contrairement aux liens traditionnels pour se connecter, nous avons toujours la même adresse de la hotline et la même adresse pour le lien Telegram. Donc tapez sur le moteur de recherche CCI France-Russie et vous tomberez très facilement sur notre lien Telegram. Et nous allons nous retrouver toute cette semaine, normalement. Donc, pardon, excusez-moi. À 17h30 heure de Moscou, soit 16h30 heure de Paris, selon l'heure d'été, pour nous retrouver avec nos séances de décryptage quotidiennes. Merci encore à vous pour votre assiduité. Encore une fois, désolé pour ces problèmes techniques, indépendants de notre volonté. Et puis, tenez bon. Pavel, est-ce que tu peux rappeler une dernière fois pour tous nos auditeurs le message que nous avons reçu du MID concernant l'effet miroir que veut mettre en place le MID pour l'obtention des visas? Oui, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aujourd'hui, a déclaré qu'il y aurait un certain nombre de mesures restreignant l'accès à la Fédération de Russie pour les ressortissants des pays dits inamicaux. Selon les informations de nos interlocuteurs du département dédié à l'Europe continentale, qui gère notamment la France, il s'agirait dans un premier temps de restrictions touchant les détenteurs de passeports internationaux, donc passeports diplomatiques, passeports de service, etc. Pour l'instant, les diplomates à Moscou ne sont pas au courant d'incidences sur les migrations professionnelles. Merci Pavel, mais comme d'habitude, la CCIFR reste à vos côtés et à demain. Merci, au revoir.